merci beaucoup d'être venu ce soir pour assister à cette deuxième conférence de l'Estrade. Je voudrais tout particulièrement remercier la députée européenne Christine de Veyrac qui soutient cette initiative, qui d'une manière générale, y compris au Parlement européen, œuvre pour le rayonnement de notre ville de Toulouse. Je remercie aussi Fabien, notre vice-président, qui organise la soirée, l'animation de cette soirée, et qui aussi, parce que ce travail est un travail de groupe, ce que je vais présenter, nous avons un gros rapport que vous pourrez télécharger sur notre site, et Fabien est le spécialiste de la finance d'entreprise. Donc toutes les questions, un élément particulièrement brillant, donc si vous pouvez l'étouffer sous le feu roulant de vos questions, sur tout ce qui touche la finance d'entreprise, et vous le verrez scintiller de mille feux. Alors, finalement, comment faire de Toulouse une métropole financière? La question est assez iconoclaste, après la tornade Mélenchon d'hier, qui fit, au moins pour un soir, de notre ville rose une ville rouge. C'est que, quelles que soient les valeurs auxquelles on adhère, quel que soit le type de société et son organisation, une bonne finance est la base fondamentale de la prospérité et du rayonnement d'une civilisation. Que ce soit une cité-État, que ce soit un empire-continent, que l'on soit avec Léon Walras un marginaliste, ou que l'on soit avec Karl Marx un holiste. C'est d'ailleurs pour ça que reste encore gravé dans le marbre le code d'Hammurabi, les lois de Solon, et le concile de Latran, et les lois de la Constituante en octobre 1789. C'est qu'ils ont su trouver la meilleure organisation financière pour soutenir des projets économiques. Car qu'est-ce que la finance? Sinon autre chose qu'une bonne répartition des ressources entre les différents projets économiques. D'où son importance. Alors, je ne vais pas vous faire un panorama de ce que pourrait être la finance, je vais me focaliser sur deux points. Le premier, c'est comment assurer la diversité et le dynamisme du tissu industriel toulousain. Le deuxième est comment, dans le nouveau paradigme financier qui s'ouvre, projeter notre ville pour qu'elle soit une place internationalement reconnue au niveau économique et financier. Donc le premier point, c'est un panorama de l'économie toulousaine. Pourquoi Toulouse a quand même des atouts pour être une grande place financière? D'abord, on voit son attractivité démographique, car comme le disait Adam Smith, la prospérité des nations, c'est d'abord leur démographie. Donc, chaque année, en Midi-Pyrénées, il y a 30 000 habitants de plus, dont les 2/3 s'installent dans l'aire toulousaine. Il y a beaucoup d'emplois qui sont créés à Toulouse, beaucoup plus qu'au niveau national. Au niveau national, pour l'année dernière, il y a eu à peu près de nouveaux emplois, 1,2, 1,4% de nouveaux emplois. À Toulouse, 2,6. C'est Toulouse qui tire vers le haut toute la région Midi-Pyrénées, puisque la région Midi-Pyrénées a fait à peu près 2% d'augmentation d'emplois. Il est vrai que le chômage est plus important en Haute-Garonne et à Toulouse que dans le reste de la nation, puisque si l'on ajoute foi, bien sûr, aux statistiques officielles, il y aurait 9% de chômeurs en France. Et pour Toulouse, 9,4%. C'est parce que comme il y a eu un énorme flux démographique nouveau, le marché du travail n'a pas réussi à absorber entièrement cette nouvelle main-d'œuvre. Mais sinon, le dynamisme de l'emploi est largement positif. Ensuite, nous avons un solde économique favorable. C'est-à-dire que, alors que là on parle que la France est bien inquiétant, voit son déficit de sa balance extérieure de plus en plus grand, Toulouse est l'une des seules régions exportatrices en France. Nous avons, pour la Haute-Garonne, donc surtout l'aéronautique, nous avons 34 milliards d'euros d'exportation chaque année contre à peu près 21 milliards d'importation. Donc le solde est largement positif. Faire attention, depuis 1 ou 2 ans, il ne reste plus que l'industrie aéronautique qui est encore excédentaire en termes d'exportation. Les autres industries, depuis peu, sont elles aussi déficitaires. Nous avons ensuite des pôles de compétitivité reconnus, bien sûr l'aéronautique et le cancéropole,
et aussi de la technologie en agriculture. Et enfin, Toulouse est un pôle universitaire, le deuxième de la France, et avec 120 000 étudiants. Voilà tous ces points de dynamisme qui encouragent, s'il y a une volonté politique, de faire de Toulouse une grande place économique et financière. Donc, le premier point, comment pérenniser et développer des entreprises sur Toulouse. Alors, les débats actuels, c'est depuis 5 ans d'ailleurs, sur comment le faire au niveau national, les thèmes qui ont été souvent abordés, c'est voilà, le pays émergent, la concurrence internationale, ou sinon le manque de compétitivité pour plusieurs raisons de nos entreprises, ou sinon, c'est l'une des réformes les plus importantes du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était les réformes des universités, c'est-à-dire que l'un des points qui étaient les plus faibles, c'était la recherche et le développement. Donc est-ce que nous manquons de R&D pour nos entreprises? Aussi, on parle beaucoup des risques sociaux et juridiques, ou des risques opérationnels, par exemple, un incendie qui se déclare dans une centrale nucléaire. Tous ces facteurs-là peuvent obérer le dynamisme ou la puissance de nos industries. Pourtant, comme le disait Épictète, il faut agir sur ce qui dépend de soi, plus que sur ce qui dépend d'autrui. Et il y a quelque chose qui, sans coûter énormément d'argent, mais uniquement avec une bonne organisation, pourrait vraiment transformer la face de Toulouse. C'est quoi? C'est le problème de la cession et de la transmission des entreprises. En effet, en France, on estime que d'ici, c'est une projection, d'ici 10 ans, il y aura environ 100 000 entreprises qui sont menacées de disparaître parce que ce problème de la cession de l'entreprise, c'est-à-dire changement de dirigeant, sera mal géré. Donc si on arrive à bien gérer ce problème, c'est déjà 100 000 entreprises. Voyez tous les emplois, voyez toutes les compétences, toutes les expertises. Donc, la cession, ça concerne qui? Ça concerne ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Il y en a dans les 95 000 entre PME de la région Midi-Pyrénées, il y en a à peu près 26%. Et cela concerne, ces 26%, 72 000 emplois, sachant que pour l'ensemble de Midi-Pyrénées, vous avez à peu près 630 000 employés. Donc ça fait, vous avez 72 000 emplois, plus du deuxième, qui sont menacés par une mauvaise gestion des cessions d'entreprises. Et si on gère mal, qu'est-ce qui est menacé? C'est la diversité industrielle. C'est donc aussi qu'on pourrait perdre des compétences en termes d'expertise dans des domaines comme la construction, le textile, l'industrie. Et aussi l'équilibre financier des finances publiques. Puisque, par exemple, la ville de Toulouse, cette année, a augmenté drastiquement la contribution foncière des entreprises. Et même la contribution forfaitaire, qui est passée de quelque chose comme 200 € à quasiment 800 €. Donc s'il n'y a plus d'entreprise, plus de contribution foncière, crise. Alors, il y a une spécificité dans la région Midi-Pyrénées, il faut voir, c'est que ce problème de la cession d'entreprise, donc on focalise sur les seniors, parce qu'on pense que la vie étant la vie, il faut bien prendre un jour la retraite. On remarque que plus l'entreprise est grande, plus il y a de seniors à sa tête. Par exemple, pour les entreprises de plus de 20 salariés, vous avez 41% des chefs d'entreprise qui sont des seniors. Et le deuxième point, c'est que le point de force de Toulouse, c'est son industrie. Or, 36% des entreprises industrielles sur Toulouse sont dirigées par des seniors. Donc ce sont ces deux points-là sur lesquels il va falloir agir, car c'est une préoccupation majeure, puisque ce sont des activités qui sont directement exposées à la concurrence extérieure. Il y a un risque de délocalisation, et donc éventuellement même de transfert de technologie, mais à notre détriment. Et enfin, parce que ce sont des personnes qui ne se renouvellent pas forcément, parce qu'on a du mal à changer de process quand on était sur un process gagnant,
ils risquent d'avoir une certaine sclérose de l'organisation de ces entreprises et donc aussi de leur production. Alors, qu'est-ce que c'est que la cession en fait? Vous avez des cédants, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui veulent céder leur entreprise, qui mettent en quelque sorte sur le marché des transmissions et de la cession des entreprises leur entreprise, et puis vous avez les repreneurs éventuels. Or, vous avez une certaine asymétrie. Parce que le repreneur, lui, il est prêt à annoncer « Oui, je tiens à devenir plus puissant. Oui, je tiens à acquérir cette entreprise. » Seulement, le cédant, il n'a pas envie de dire « J'ai envie d'abandonner mon statut de chef d'entreprise. » Il n'a pas non plus, surtout s'il est avec des experts comptables, ses fournisseurs, etc., envie de dire « Je vais quitter le navire. » Parce que ça menacerait, quelque part, la santé même de son entreprise, puisque les fournisseurs qui avaient l'habitude de traiter avec lui, qui avaient l'habitude de lui faire certaines avances, etc., prendraient plus de recul. Donc, à l'heure actuelle, ceux qui accompagnent cette transition, les cédants aux repreneurs, ce sont la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, qui gère à peu près une centaine de dossiers par an et qui réalise un cinquième, c'est-à-dire 20 sessions à peu près, enfin, menées à long terme, c'est-à-dire que le cédant a trouvé son repreneur. Et ensuite, vous avez les réseaux d'affaires, ça c'est les normes, c'est là-dessus que se fait la plupart des sessions, c'est-à-dire vous voyez avec vos collègues, les gens qui ont une activité connexe à la vôtre, c'est à eux que vous vendez votre entreprise. Donc ça c'est pour votre réseau d'affaires. Et sinon, ceux qui le gèrent, c'est très variable. Ce sont des cabinets de fusion-acquisition privés, on n'a pas beaucoup de grandes dimensions sur Toulouse, des cabinets de transactions pour les TPE. Bon. Alors, là, on a vu pour les cédants. Reste maintenant pour les repreneurs. Il y a beaucoup plus d'institutions de ce côté-ci. Vous avez l'IRDI, qui est donc l'Institut régional de développement industriel, qui est possédé à 20% par l'État, via sa caisse des dépôts et consignations, et à 20% par le Conseil Midi-Pyrénées. Et là, ils accompagnent un repreneur en investissant partiellement comme actionnaire minoritaire dans l'entreprise. Vous avez ensuite l'OSEO. Alors, l'OSEO, c'est très complexe parce que c'est toute une nomenclature. Vous avez OSEO Innovation, etc., etc. Donc, qui propose beaucoup de choses. Mais surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils garantissent les prêts. C'est-à-dire, vous obtenez un prêt d'une banque, 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, ça ne va pas beaucoup au-delà, et bien OSEO est capable de vous garantir ces 500 000 euros, sans que vous ayez de caution à avancer. Vous n'avez pas besoin d'hypothéquer votre maison, par exemple. Ensuite, vous avez des institutions privées, Capital Angels, Nancycap, etc., etc. Simplement, tous ces acteurs se connaissent. Parfois, ils ont travaillé ensemble. Par exemple, XO Private Equity et l'IRDI, à un moment donné, c'était une et même unité. Et ensuite, ils se sont séparés parce que l'IRDI gérait plutôt les entreprises qui étaient valorisées à moins de 2 millions d'euros, tandis que les ambitions d'XO Private Equity étaient de gérer les entreprises au-dessus d'1 million d'euros. Jusqu'à 10, 15 millions d'euros. Donc, les acteurs se connaissent, mais ne se concertent pas toujours. Ce qui fait que c'est quelque part un capharnaüm pour les repreneurs de savoir à quelle porte frapper. Donc ça veut dire que la région Midi-Pyrénées, par exemple, par rapport à l'Aquitaine, a pris un énorme retard dans la concertation entre ces différents acteurs. C'est pourquoi notre proposition, c'est de mettre vraiment les institutions du Conseil régional de Midi-Pyrénées et de Toulouse au centre d'un dispositif, où il y aurait par exemple un portail informatique unique, où les choses seraient claires, où l'on pourrait directement accéder aux bons repreneurs suivant le type de problème qu'on cherche, c'est des cédants, ou inversement, si je suis repreneur, vers quelle institution financière je puis me tourner pour m'accompagner dans cet investissement, dans cette reprise. Ensuite, par exemple, à Aquitaine, ce que nous n'avons pas ici, il y a une hotline. C'est-à-dire que vous pouvez téléphoner à une personne, à un interlocuteur qui va vous répondre. Oui, par rapport à... Parce qu'il faut bien voir qu'il existe... Je n'ai pas été exhaustif sur tout ce que je vous ai présenté avant.
Il existe par exemple pour la Haute-Garonne, Haute-Garonne Initiative, vous avez tout un tas de petites institutions, y compris, mais là ça serait vraiment pour des toutes petites entreprises, vous avez même le microcrédit qui existe. Donc vers qui puis-je me tourner et même suivant le secteur d'activité, vous avez telle ou telle aide. Si c'est du commerce, si c'est de l'industrie, si c'est commerce de proximité, etc. Vous avez telle ou telle aide. Donc, pour essayer de débroussailler cela, il faudrait un numéro d'azur, un portail, et enfin, le conseil régional doit avoir une politique industrielle, pareil pour Toulouse. Donc, c'est-à-dire sélectionner dans toute l'industrie qui existe, quelles sont pour nous les industries vitales. Et donc, en regardant cela, se dire, ah, dans telle ou telle industrie, nous avons un problème de sénescence qu'il faut suivre. Non pas au moment où cela va se poser le problème, c'est-à-dire quand le chef d'entreprise va partir, mais bien en amont. Pour l'accompagner, pour lui proposer des expertises, et pour déjà commencer, bon an, mal an, à trouver une solution de reprise. Et ensuite, bon, ça, c'est quelques aides spécifiques qui pourraient être proposées par le conseil régional. Il faut voir que le conseil régional ici, à Midi-Pyrénées, est beaucoup en retrait de la main sur ces problèmes-là, comparativement à Bordeaux, enfin, par rapport à l'Aquitaine. C'est vrai qu'à Toulouse, par rapport à Bordeaux, nous n'avons pas tout à fait la même sociologie. Parce que si vous voulez faire de gros projets, il faut avoir une certaine concentration capitalistique. Or, on sait qu'au XVIIIe siècle, par exemple, 18 familles à Bordeaux possédaient 40% de Bordeaux. En 1936, 33 familles possédaient 56% de Bordeaux. Donc vous avez des familles qui ont une énorme capacité d'investissement. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à Toulouse. Donc à Toulouse, puisqu'il n'y a pas d'acteurs privés capables de mobiliser énormément de sous sur un projet, il est indispensable que les autorités publiques interviennent. Et une véritable politique industrielle, une véritable politique économique. Non pas sur 5 ans, sur 6 ans, mais sur 30 ans. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est comment Toulouse pourrait s'insérer sur le nouveau paradigme financier international. Donc, Toulouse et la région Midi-Pyrénées a le troisième rang, excusez pour les transparents, on n'a pas passé la couleur en noir, on est resté sur du gris, parce que c'était la couleur native. Donc, on n'a pas forcé le trait, donc je vais parler peut-être un peu plus fort pour compenser. Toulouse est le troisième, la région Midi-Pyrénées est la troisième région nationale en termes d'exportation. Représente à peu près 9% des exportations totales de la France. Et cela, comme on est exposé, le fait qu'on exporte, nous expose à de nombreux risques. Vous avez un risque pays, on peut exporter dans un pays qui ne va pas pouvoir nous rembourser, parce qu'il y aura des émeutes, il y aura des problèmes. On est exposé à un risque de change, c'est-à-dire que si on reçoit une facture en dollars, on a facturé en dollars et que le dollar s'effondre, 100 millions de dollars ne peuvent plus représenter par exemple que 10 millions d'euros. Donc là, on se retrouve dans une situation tragique. On a aussi un problème, parce que c'est l'aéronautique, essentiellement l'exportation, on a un problème sur le pétrole, exposé sur les variations de prix du pétrole, et aussi sur les matières premières, notamment les métaux nobles, le nickel, le titane, etc., l'aluminium. Enfin, voilà les risques auxquels on est exposé, mais en revanche, on a quand même un atout, qui a toujours quelque part été l'atout de Toulouse. J'en reparlerai un peu plus tard. C'est son tissu académique, d'exception. C'est-à-dire que nous avons le GREMAC, qui est mondialement reconnu. Aux États-Unis, tout le monde le connaît. Nous avons TSE, c'est l'Université économique de Toulouse. Nous avons aussi l'école où votre serviteur officie, l'école supérieure de commerce de Toulouse. Et nous avons aussi de nombreuses écoles d'ingénieurs, notamment une, j'officie aussi, qui est supérieure, qui forme des financiers. Pas uniquement des ingénieurs pour l'aéronautique, mais aussi des financiers. Et vous savez que dans plusieurs de ces institutions, nous avons des nobilisables. Je ne vous les nommerai pas, parce que j'en oublierai, et mes collègues y verraient de ma part une noirceur d'âme.
Laissez cela de côté. Bon. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en face d'une crise de la dette. C'est-à-dire que pour tous les projets dont je vous parle, si vous voulez que ce soit pour la reprise, que ce soit pour n'importe quel investissement sur Toulouse, si vous avancez, si les banques ou les institutions vous avancent 1 euro de dette, vous devez avancer 1 euro de fonds propres. C'est une restriction drastique au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que si vous avez un investissement qui représente 1 million d'euros, il faut que vous soyez capable de vos fonds propres de sortir 500 000 euros. Ce qui n'est pas facile. Alors qu'avant, on allait dans un rapport de 1 à 4. C'est-à-dire que pour 1 million d'euros, on exigeait de vous que 250 000 euros. Maintenant, on exige la moitié. La moitié, et c'est là où OSEO est très important pour garantir l'autre moitié. C'est-à-dire que même l'autre moitié, on ne vous la donne pas comme cela. On vous chicane. Donc, le deuxième problème sur la crise de la dette, c'est qu'il faut bien trouver des gens qui acceptent d'assurer votre emprunt. Donc vous avez l'OSEO, mais l'OSEO, il faut être éligible suivant les critères d'OSEO. Avant, vous aviez tout un tas de produits dérivés pour assurer vos investissements. Sur les obligations, vous aviez par exemple les CDS. Les CDS, qu'est-ce que c'est? Crédit Default Swap, c'était une assurance. Vous achetez une obligation, c'est-à-dire une dette était émise, elle était assurée. C'est-à-dire que si le débiteur n'était plus capable de rembourser, ben c'était l'assureur qui remboursait. Le problème, c'est que ce qu'on appelle la crise des subprimes actuelle, ben c'est justement ça. C'est-à-dire que ces modèles d'assurance sont tous tombés à l'eau. Donc plus personne ne veut assurer. Plus personne n'a confiance. Essentiellement dans la finance de marché. La finance de marché est reliée quand même à la finance d'entreprise, surtout pour les grosses entreprises. Donc, en plus, vous avez entendu tous les contempteurs qui fleurissent de la finance. Vous avez face à vous un vilain petit canard qui, lui, la défend. Mais son rôle est quand même remis en cause dans notre société. Donc c'est pour ça que ça va être difficile de prendre la responsabilité au niveau politique, de dire voilà, nous allons faire le choix d'avoir une place financière forte. Il faut savoir que Margaret Thatcher, dans les années 80, elle a eu ce courage. Elle a fait de la casse par ailleurs, je ne le nie pas. Mais elle a fait sciemment le choix de dire que la City sera l'essentiel de l'activité économique de Londres et de l'Angleterre. Donc, dans un avantage concurrentiel, parce que la seule façon dont on peut se séparer par rapport à l'extérieur, se distinguer, c'est que sur un point donné, nous sommes vraiment les plus forts. L'aéronautique, c'est vrai. Nos commandes sont pas pour ce trimestre aussi. Mais l'année dernière, largement devant Boeing. Pour ce qui est de la finance internationale, c'est Londres la principale, mais vraiment de manière écrasante, la principale place financière européenne. Bon. Ensuite, il y a une crise des modèles. C'est-à-dire que tous les modèles complexes qu'on a fait en finance de marché, pour lesquels j'enseigne aussi, sont tous faux. Mais tant que tout le monde ajoute foi à ces modèles, ils sont vrais. Si tout le monde croit que cette chaise vaut 1 milliard d'euros, elle vaut effectivement 1 milliard d'euros. Jusqu'au jour où nos rêves, c'est-à-dire les modèles qui sont notre représentation de la réalité qui est dans notre tête, jusqu'au jour où nos rêves se fracassent à la réalité, face à la réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien rembourser cette dette. Donc ces modèles-là, ça ne va pas vous aider à rembourser la dette. Nous y sommes, d'où la crise des modèles. C'est quand même une chance pour Toulouse. Pourquoi? Donc c'est là notre position. C'est que Toulouse, par rapport à nous avons énormément de chercheurs en finance. C'est à Toulouse, beaucoup de gens qui sont sur Toulouse ensuite vont faire le master le plus prestigieux de Paris avec les polytechniciens, il y a même des polytechniciens qui travaillent ici à Toulouse, sur tous ces modèles. Comme il y a une crise des modèles, c'est une chance qu'il faut en faire de nouveaux. Eh bien, on peut les faire sur Toulouse. Donc il faudrait, comme il y a dans d'autres secteurs d'activité, en particulier l'aéronautique, un rapprochement entre des universités, des centres de recherche, le CNRS, entre autres, et des entreprises innovantes qui proposent des modèles. C'est ce qu'a fait, je
crois, Greenwich aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une petite ville. Ils ne font pas de trading, ils ne font rien, mais ils fabriquent des modèles qui vendent ensuite aux traders. On fabrique nos modèles ici, qu'on peut aller ensuite vendre sur la place de Londres. À Londres, ils ne sont pas très forts en finance pour tout ce qui est les modèles. Ils achètent essentiellement des Français. 150 000 Français, c'est-à-dire 20% des gens qui travaillent à Londres, et ça représente 150 000 Français, sont à Londres. Et ce sont eux essentiellement qui font tous ces modèles. La modélisation financière en Europe est une spécialité française. Et j'ajouterai que pour une large part, Toulouse y a aussi sa part. Donc ça, c'est une première proposition. Ensuite, il faut essayer de renforcer l'attractivité des investissements extérieurs dans la région de Toulouse. Il faut voir que Toulouse se classe, et la région toulousaine se classe au niveau de la région, comme au 4e rang des investisseurs directs de l'extérieur, étrangers, investissement donnant lieu à des créations d'emplois. 4e rang. On peut encore augmenter ce rang. Il faut pour cela, entre autres, et cela ne demande pas des investissements qui étoufferaient, prendraient à la gorge le contribuable toulousain. Il faut augmenter les échanges universitaires, par exemple, se rapprocher, faire des jumelages de villes avec la Chine, avec les pays émergents, le Vietnam, parce qu'il faut voir, ça bouge, hein, Japon, Corée, Chine. Chine, c'est déjà très développé, voir le Vietnam, etc., etc. Et nous y verrons pourquoi. Et ensuite, il faut relocaliser la gestion financière de nos entreprises. Bonne nouvelle, EADS va bientôt réinstaller son siège sur Toulouse. Donc, si les directions de ces très grandes entreprises ne sont plus à Paris, mais à Toulouse, et on peut y travailler, eh bien, évidemment, leurs services financiers viendront aussi à Toulouse. Et comme il y aura aussi des modèles de trading, il y aura aussi une certaine expertise pour tous les produits de couverture, eh bien, quelque part, ça sera directement du producteur au consommateur. Producteur universitaire, consommateur industriel. Fact conclusionnelle. Il nous faut conclure. Jamais la même eau ne coule 2 fois dans le même fleuve, nous apprend les fragments d'Héraclite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer la finance, quand on dit on va insérer Toulouse dans la finance, il ne faut pas s'imaginer la finance comme une chose permanente. C'est au contraire quelque chose qui se réécrit en permanence. Vous avez eu par exemple à la belle époque, le paradigme financier, c'était les acteurs privés qui investissaient, qui faisaient tous les investissements. L'État était nul, n'intervenait pas. Contrôlait quand même indirectement et in fine le montant de crédit parce qu'il y avait les talons or, le fameux franc germinal. Ce système s'est fracassé avec la Première Guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, le système monétaire international s'est cherché, sans vraiment se trouver, et les rentiers ayant été ruinés, c'est l'État qui est intervenu directement dans les grands investissements. SNCF, grands travaux, d'autoroutes, etc., etc. Ce système s'est lui aussi fracassé avec la Seconde Guerre mondiale. On a eu ensuite une troisième phase, qui est les 30 Glorieuses. Là, le système monétaire international, c'était essentiellement le dollar qui était indexé lui-même sur l'or, donc il y avait une certaine stabilité, et c'était l'État qui intervenait directement sur les gros investissements. Donc ça, vous parlez ici en France des ponts, des polytechniciens, des grands corps de l'État, parce que c'était l'État qui gérait toute l'économie, que ce soit l'assurance, la banque, etc., etc. Et puis, ça s'est fracassé avec la guerre de Kippour et les chocs pétroliers qui ont suivi. Ça se fracasse toujours très mal. Chaque paradigme, en général, ça ne se passe pas très bien. Bon. Et puis, depuis, il y a eu un nouveau système qui prend fin aujourd'hui. Ce nouveau système financier, c'était toutes les monnaies étaient flottantes, puisque le dollar n'était plus indexé sur l'or, et donc il fallait transférer les risques. D'où tous les produits dérivés de crédit, sur les actions, etc., pour transférer les risques. Et l'État se retire, donc l'État n'assure plus vraiment l'investissement, laisse les acteurs privés gérer, avec soi-disant des garde-fous qui sont des dérivés
des CDS, vous avez vu combien la crise, on montrait que là aussi, on disait, oui, nous nous abstrayons toujours, pour toujours, des crises systémiques. Non, nous sommes dans une crise systémique. Et c'est là où Toulouse, et c'est comme ça qu'il faut se représenter, a une carte à jouer. Il ne faut pas voir Toulouse d'aujourd'hui, 430 000 habitants. Non, dans 15 ans, dans 20 ans, nous serons presque 1 million. Une mégapole, internationalement connue. On est, en termes de dynamisme, aujourd'hui, la 58e ville européenne, et la plus dynamique en termes d'attractivité en population nouvelle. Donc ça va être une énorme mégapole. Toulouse, qu'est-ce qui a toujours fait la force de Toulouse? C'est un triptyque. Une industrie de pointe. Sous les aigles romaines, c'était l'industrie aurifère. Sous les capitouls, c'était le pastel. Et sous le bonnet phrygien, c'est l'industrie aéronautique. Ensuite, un commerce dynamique. Toujours été un commerce dynamique. D'échange avec l'international. Et ensuite, troisième point, une excellence académique. L'université de Toulouse est l'une des premières d'Europe. Était fondée vers 1229, était aussi célèbre que l'université la plus célèbre du Moyen-Âge, Bologne. De nombreux papes ont étudié à Toulouse, notamment le berger d'Aurillac, le fameux Sylvestre II, le pape de l'an 1000. Ensuite, Toulouse, du temps de Louis XV, avait 3 académies royales, exception en France, 3 académies royales. Et c'est à Toulouse qu'il y a la plus ancienne académie, qui donne encore lieu aux concours fleuraux pour la poésie. Voilà, très connu en langue occitane et française. Et puis aujourd'hui, vous avez vu toute la diversité. Cela ne change pas, mutatis mutandis, nous restons toujours une université exceptionnelle, sur Toulouse. Donc c'est ces 3 facteurs qui peuvent assurer, à condition qu'ils soient coordonnés par une volonté politique, qui peuvent assurer la prospérité de la place de Toulouse. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.